Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Et vous écoutez ceux qui sont revenus, les injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les injustes. Messieurs, bonsoir. 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 Oui, nous sommes ressuscités d'entre les morts et Dieu sait que dans le monde des comics, personne n'est jamais réellement mort. À l'image de Walking Dead qui annonce une 15e série spin-off, on revient. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis content de vous voir. Comment allez-vous? Ça va relativement bien. J'ai réussi à me sortir dans le tour de la neige. C'est pas ce qui explique peut-être notre retour. Là, s'est fait un petit peu enterré. Je sais pas trop, mais... Je pense que c'est effectivement à faute de la neige. Hein? Oui. Oh, on va mettre ça sur le dos de la neige. Ça me fait plaisir de vous retrouver, honnêtement. Je suis vraiment content. Et le format n'aura pas vraiment changé. Peut-être quelques nouveautés. C'est-à-dire qu'on va se concentrer peut-être plus sur 1 ou 2 sujets. Et on sera peut-être pas à tous les 2 semaines. C'est ce qu'on avait convenu. Là. Je pense que ça va surtout dépendre de l'actualité, des films qui vont sortir, des bandes dessinées. Ça fait que plutôt que se donner un horaire qui est fixe, on va y aller par intérêt, puis qu'est-ce qu'il y a. Ça fait que s'il y a des périodes qui sont plus achalandées, vous allez nous entendre plus souvent, peut-être que vous allez être écœurés, mais dans les périodes plus mortes, ça se peut que vous soyez plus relax. C'est un peu comme ça. Mais on avait dit qu'on enregistrait tous les semaines. Non, Jean-Luc, on n'a jamais dit ça, mais comme d'habitude, t'étais pas à la rencontre de production. 2 fois par semaine? Ça commence à être beaucoup. Jean-Luc, écoute, il y a un lit dans le studio, donc si tu veux absolument rester là et être prêt pour quand on va vouloir enregistrer, il n'y a aucun problème. C'est correct. Et évidemment, vous aurez compris que on attendait un événement pour pouvoir revenir en ondes, puis je pense qu'on l'a eu. Mortal Kombat, le film? Exactement. Swamp Thing de Jeff Lemire. Comment? Swamp Thing de Jeff Lemire. Oui, exactement. Ce sera une critique complète de Swamp Thing de Jeff Lemire. Au The Eternal aussi? Oui, c'est notre émission spéciale sur The Eternal, qui était un excellent film. Je me suis absolument pas endormi sur The Eternal. J'ai trouvé ça merveilleux. Je pense que c'est la pierre angulaire du MCU. Absolument d'accord. Je me trompe pas. Non, mais de toute façon, même si on a sauté une couple de films, là, on vous promet d'en revenir sur The Eternal, sur Ghostbusters, sur Dune. On va venir vous en parler un moment donné. Inquiétez-vous pas, on n'oublie pas que ça existait, puis on veut en jaser. Ça sera assurément dans les discussions qu'on a à un moment donné, dans des comparatifs ou dans des tergiversations. Je savais que j'aurais pas dû prendre ce mot-là. Bref, éventuellement, en discutant, ça se pourrait que ça revienne sur le plancher. Donc, tout nouvel équipement, toute nouvelle motivation et tout nouvel épisode des Injustes. Et on commence ça dès maintenant, alors qu'on a flambé près de... Je suis déjà tanné. Ah, t'es déjà tanné? Bon, c'est déjà terminé après 2 minutes 37. Merci d'avoir été là. Puis on va peut-être revenir. Dans 6 mois. Dans 6 mois, on se revoit. Bonne fin de journée. Non, sans blague, on attendait une sortie majeure. On l'a obtenue dans la dernière semaine. On a dépensé et flambé près de 80$ d'essence parce que c'est ce que ça coûte maintenant pour monter à Québec. Et on est allé voir... J'ai besoin de ta voix suave, Jean-Luc. The Batman. The Batman. On est allé voir Vengeance. Vengeance. Parce que oui, son nom est pas souvent utilisé dans le film. On utilise plutôt Vengeance. Mais on est allé voir ça. Beaucoup d'appréhension. Je commencerai peut-être avec un petit tour de table sur les appréhensions. Alan, t'es probablement celui qui aime le moins d'ici. En fait, t'es celui qui aime le moins des choses. Non, donc, j'aime pas Batman. Tu l'aimes pas. Puis t'as quand même insisté pour qu'on aille le voir à 3. Bon oui, effectivement, parce que je voulais le voir en Ultra VX, parce que je savais que Matt Reeves s'était donné pour donner l'application. C'est pas que je sais que j'aime pas le personnage, mais en général, j'aime beaucoup les films, j'aime ce qui l'entoure. Mais, tu sais, j'étais curieux de voir, je voulais voir le rendu, puis surtout, je voulais le voir dans sa meilleure qualité possible. Puis, les appréhensions, c'était quoi? C'était presque nul? Ouais, c'est presque nul, parce qu'il y avait eu des problèmes de tournage. À cause de la pandémie, il a été retourné. Il y a eu des rumeurs on recommence des séquences. C'est que, il y a eu beaucoup de rumeurs de reshoot. Il y a des séquences qui ont été rajoutées dans le film. Il y a eu des spéculations sur des problèmes de tournage aussi. Donc, on savait pas si le produit allait être de qualité, si ça allait être un classique film de DC, quoi, à la Justice League de Zack Snyder, ou bien Aquaman qui avait mangé beaucoup de volets en étant comme arrêté 3 fois. C'est que la question sur le rendu final était là. Donc, à savoir si on avait une grosse attente sur le film, oui. Est-ce qu'on avait un hype absolu? Non, parce qu'on avait quand même une attente comme ça pouvait être une catastrophe parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui s'enlignaient vers là.
Jean-Nic, t'es probablement celui qui avait le plus d'attentes envers le film. Ouais, c'est exactement l'inverse. Moi, j'étais excité comme 10. J'ai écouté les bandes annonces une 50aine de fois chaque. Peut-être un peu trop d'ailleurs, ça, je reviendrai aux maudites bandes annonces. Mais ouais, moi, j'étais très, très, très craqué. J'ai appris à apprécier Matt Reeves à travers le temps. J'ai vu comment il s'est donné sur le projet. Puis comme Alan, j'avais lu beaucoup de problèmes sur le studio. Il y avait des rumeurs que Pattinson n'était pas content du produit, qu'il voulait s'en aller de la prod, qu'il aimait pas le film. Puis bon, peu importe ce qu'on va en avoir pensé, je pense qu'au final, ça s'est avéré faux, tout ça. Là. On a eu un produit de qualité. En tout cas, on va pouvoir y revenir. Donc, moi, j'étais très nerveux. Moi, mes appréhensions, en fait, c'est que je comprenais pas. Je comprenais pas, puis je vous explique, c'est que je ne sais pas dans quelle direction s'en va DC. Est-ce qu'ils privilégient un univers partagé? Ils ont des projets de côté, puis ils ont l'air de pas s'intéresser au même degré à ce qu'ils font. Là. Je veux dire, le DCU, ils ont mis beaucoup d'efforts là-dedans, beaucoup de marketing, beaucoup de trucs. Puis, un peu comme pour le Joker, ils ont comme mis ça de côté, puis ça avait pas l'air d'important, puis ça avait presque l'air d'un rebut, ou ça avait presque l'air de pas leur tenter d'avoir ce film-là. Et je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Si tu me permets, je pense qu'ils ont appris beaucoup de leur erreur. Avec Aquaman, ils se sont rendus compte que même si tu tassais le film, c'est un film qui est clairement DCU, mais qui se foutait un peu de ce qui arrivait dans Justice League, qui se concernait pas avec se coller avec le reste des autres super-héros. Puis le film a fonctionné de tempête. Même chose pour Joker, ils sont allés encore plus loin. Un film qui est complètement hors MCU, qui essaie même pas de faire de lien direct avec cet univers-là. J'espère qu'il est hors MCU. Et le film a été à la fois un succès critique et un succès box-office, qui est quand même assez difficile. Il s'en rend même pas compte, hein? J'ai dit une chance qu'il est hors MCU. Parce que s'il avait été avec le MCU, on aurait eu un maudit problème. Ouais, j'ai dit MCU. Ouais, t'as dit MCU. Ouais, mais... Non, ce que je voulais dire, c'est ici, mais c'est ça. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils arrêtent d'essayer de coller leur univers tout ensemble, puis qu'ils me passent des projets de qualité à plat. Ça, on va en parler tantôt aussi. C'est parce que tu dis le problème de continuité, c'est parce que oui, ils veulent rejeter leur DCU, mais il y a tellement d'efforts et d'argent qui est mis là-dedans. Aquaman 2. Le prochain de Flash qui va tout rechercher dans le multivers. Tu sais, Ben Affleck va être encore là-dedans. On prend Peacemaker où à la finale, il y a 2 caméos qui sont même plus que 2 caméos parce qu'il y a 2 que les acteurs sont vraiment là, les 2 autres sont pas vraiment là. Tu sais, c'est qu'ils mettent tellement d'affaires pour nous montrer que cet univers-là existe encore qu'à chaque fois qu'ils sortent quelque chose qui est hors série comme ça, puis surtout on va en parler aussi plus tard, c'est que les produits dérivés pour pousser les plateformes de streaming et sur les séries, là, quelle sorte de conflit qu'on va avoir et comment on va perdre le monde? Parce que Batman, il va sortir 2 séries TV là-dessus. Peacemaker va avoir une 2e saison. Puis est-ce qu'il va y avoir d'autres personnages de DC qui vont avoir leur propre série TV? Et dans combien de multivers mélangés qu'on va avoir? Parce qu'on a déjà Titan qui existe, on a déjà Doom Patrol qui existe. Et comment on fait pour se démêler là-dedans pour savoir qu'est-ce qui est in et out? Ce que je disais tout à l'heure des exécutifs de Warner, c'est qu'on voulait se concentrer peut-être sur des réalisateurs de talent pour des projets singuliers, puis peut-être que c'est là notre... Moi, j'ai toujours cru que l'avenir de DC puis l'avenir de Warner était dans cette position conservatrice de dire on continue de faire comme on faisait dans les années 90. Tout est séparé, puis garde, that's it, that's all. Quand je vois un Batman fait par Matt Reeves, où clairement il a eu le contrôle de son film, il a fait un peu ce qu'il voulait. Je me dis c'est la même chose que quand une Wonder Woman faite par Daniel Warren Johnson, où il raconte une histoire qui est hors continuité, il fait ce qu'il veut. Ça empêche pas d'avoir de la BD de qualité, de pas être dans une continuité puis d'avoir un suivi entre les films. Je pense que ça devrait pas nuire non plus au cinéma. Parlons maintenant du film en tant que tel. Moi, je vous le dis tout de suite, dès les premières images, dès le premier moment où on ouvre le film, à travers les yeux du Sphinx, rapidement, Matt Reeves installe son atmosphère et déjà, on sait qu'on a affaire à quelque chose qui va être différent de l'univers de Christopher Nolan et différent de Tim Burton. L'ouverture du film aussi, puis même au niveau de la finale, le choix musical, on était allé chercher du Nirvana. Le film a ouvert et fini sur du grunge. Il y avait Ave Maria aussi qui était très très présent dans le film et les notes du Ave Maria sont reprises dans la bande sonore qui, soit dit en passant, là, est sublime. Là. Je te l'ai fait écouter, Jean-Nic. Là. Oui. La bande sonore est quelque chose. Oubliez Hans Zimmer. C'est pas Danny Elfman. Non. C'est pas Hans Zimmer, on est complètement ailleurs entre les deux, mais les thèmes sont extrêmement forts, puis moi, me plaît plus que celle de l'univers de Nolan. Donc, dès que je vous dis qu'on a assis cet univers-là, on a cette première scène-là avec le premier meurtre du Sphinx, j'aime pas ça l'appeler le Sphinx, on va dire du Riddler, on va s'entendre là-dessus.
si je vous demandais votre appréciation générale du film, qu'est-ce que... Tu sais, si on y va avec les bons coups, les mauvais coups, on aura une discussion. Ben, tu ouvrais avec le premier meurtre qui était fait par le Riddler, qui nous laissait croire que parce que c'était le soir de l'Halloween, qu'il y avait un enfant qui avait costumé, qu'on allait revivre le meurtre de la famille Wayne. Bien joué d'ailleurs là-dessus, parce que moi, j'y ai cru. Tu sais, jusqu'au temps qu'on voyait le gars qui regardait par des... Là, j'ai fait, OK, on s'en va pas là. C'est qu'au niveau de l'ouverture, on voit qu'il voulait nous faire, regardez, on s'en va dans ce que vous connaissez, mais tout de suite après, il a cassé ça. Il nous montre un film où il va être, comment on va dire, il est taciturne, parce que rien que dans l'introduction, ça joue du grunge, la façon que Batman explique sa première année, parce qu'il est au début de sa deuxième année. La narration est La intéressante. narration, c'est parce que il parle toujours sur un ton qui est ultra monotone, et c'est quelque chose qui va sonner tout le long du film, la monotonie. C'est pas quelque chose qui monte sur des notes qui sont hautes, ou des notes, c'est toujours sur un ton égal. Où est-ce que ça explose, si on regardait ça sur le vilain, on va en parler plus tard, mais il nous garde ça sur un ton neutre, la trame sonore nous tient là-dedans, donc c'est un film qui te tient sur une ambiance constante pendant 3 heures, et normalement, je viens de vous endormir, et ce qui est con, c'est que ça marche. Jean-Nic? Oui, je vais un petit peu dans le même sens. Le rythme est soutenu tout le long. Il n'y a pas de grand haut ni de grand bas. On est comme toujours sur le même ton. Ça me plut, surtout que ça fonctionne avec le sujet. Parce que c'était quand même audacieux de partir avec un Batman puis de dire, ben, on fera pas une histoire d'origine et on fera pas une suite non plus. On va décoller avec ce qu'on appelle année 2. Puis la narration s'est faite de manière brillante aussi parce que tu dis, pourquoi on serait dans la tête de Batman à ce moment-là? Ben, Batman, il tient un journal. Il est en période de test. Tu sais, lui, là, c'est son projet Batman. Il est dans sa 2e année puis il garde des notes sur ce qu'il fait, sur ce qui arrive. Il est en train de développer ses gadgets. Il est en train de développer une relation, mais on est vraiment dans un Batman où Bruce Wayne n'est pas présent, où lui il essaye de se découvrir et lui il est là dans une vendetta. Il est là pour se venger et ça c'est clair dans le film. C'est Batman, il est frustré, il est fâché, il veut faire le ménage dans sa ville et c'est une posture intéressante pour décoller le film. Évidemment, ce qui est intéressant au niveau du réalisateur, c'est tous les parallèles là, qu'on peut faire. C'est-à-dire que Riddler, sa première scène, il sort de l'ombre. Batman sort de l'ombre aussi. Les jeux de lumière. Le parallèle constant dans le film entre le Riddler et Batman, l'espèce aussi de scénario dans lequel le Riddler se pense comme étant le partenaire de Batman, l'élément pas de victoire aussi à la fin du film, qui ressemble beaucoup à The Long Halloween, et c'est là que je veux vous amener. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de copies, qui ont parlé de bandes dessinées qui ont inspiré, et je vous dirais la phrase suivante, good artist copy, great artist steal. Et Matt Reeves, ça dérange qui ou quoi qui ait pris des grands pans de bandes dessinées qu'on aime, qu'on connaît comme étant le lore de Batman, de l'amener à l'écran, de la façon dont il l'a fait. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué de ce film-là, c'est que je suis sorti du film en me disant, ben, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour un fan de Batman, là, c'est la jouissance extrême. Là. Tu sais, je veux dire, Tim Burton, c'était un film de Tim Burton avec des éléments de Batman puis des influences de certains comics. Christopher Nolan, il a fait ses Batman, mais ce qu'il avait en tête, ça aurait pu être Bobetman, puis ça aurait fonctionné pareil. Il a ajouté des éléments de Batman, puis il a respecté le personnage. Mais Matt Reeves, c'est une ode et un amour inconditionnel au personnage que je lis. Là. Ben, je dirais pas le contraire, parce qu'effectivement, il y a 3 ou 4 références de BD qui sont ultra populaires, qui étaient inspirées dans le film. Le personnage, on y va pas dans le flafla. Moi, du côté que je déteste beaucoup Batman, c'est quand tu le mets dans la Justice League, puis qu'on prend un humain normal qui est capable de compétitionner à des dieux. Ça, c'est le côté que j'ai jamais compris, qui me peut toujours un petit peu gosser, sérieusement. C'est pas là pantoute. Là, on est rendu à ce personnage qui est très terre à terre, et que même que Batman, le 3/4 du temps qu'elle soit se déplacer, qu'il fait ses enquêtes, c'est un gars qui fait un pas en avant de l'autre et il ne marche jamais rapidement. C'est un gars qui est très lent dans ses déplacements puis qui impose une prestance qui est totale, qui est là, qui se présente là. Et c'est ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est que c'est du côté détective et c'est le côté Batman prestance, c'est le gars qui est dans l'ombre et c'est pas le gars qui pogne son grappling hook, qui monte partout, qui vole partout. C'est Ben Affleck, j'ai aimé le côté Power Batman qui était capable de combattre Superman, c'est le côté qui des fois qu'on se pose beaucoup de questions sur comment il fait à ce niveau-là. Ben Affleck l'avait fait à un niveau qui était incroyable, tandis que Pattinson a amené le Batman détective qu'on a, tu sais, plus le côté qu'on aurait vu, qu'on pourrait comparer peut-être à des animated series des années 90. Oui, ça ressemble beaucoup à ça. Puis je pense que c'est avec Jean-Nic que j'avais la conversation où je disais, tu sais,
Il faut quand même avoir du talent pour réussir à mettre Batman dans une pièce avec d'autres policiers, avec d'autres individus. Puis tu sais, ce que tu parles, Alan, où il marche, là, puis on fait des plans sur ses pieds quand il se déplace, c'est des grosses bottes. Le son de ses bottes. Puis tu sais, de réussir à ce que ça ait pas l'air ridicule. Puis ça, on va envoyer des félicitations à Matt Reeves aussi parce que ça passe aussi beaucoup par la réalisation. Comment c'est très claustrophobique. On est souvent coincé dans les lieux avec eux. Puis Batman, oui, c'est son côté détective qui ressort, mais c'est beaucoup le côté, il utilise la noirceur et l'ombre. Habituellement, dans les pièces, il va se tenir reclus. Il va utiliser les coins plus sombres. Il va travailler beaucoup avec ses yeux pour fixer son regard sur quelque chose puis attirer la police puis se dire, bon, on va regarder où il regarde. Il parle très peu. Mais quand il agit, il agit. Il va. Il est violent. Là. Quand il rentre dans le tas, il rentre. Fait que c'est vraiment un être qui utilise son environnement. Puis c'est vraiment. Moi, c'est ce que j'ai apprécié le plus du film, c'est on a sorti carrément les personnages du comic et on les a mis à l'écran. C'est vraiment, et de loin, pour presque tous les personnages qu'on trouve là-dedans, la meilleure itération qu'ils ont eu au cinéma, et de loin. Là. On retrouve le fun du comic. Puis en même temps, c'est ce qui est problématique. Tu demandais tantôt pourquoi on n'apprécierait pas ça. Ben justement, on les a lus, ces avertissements. Tu sais, on peut cibler exactement dans quelle bande dessinée il est allé chercher son inspiration. Quand tu les as lus, ces BD-là, tu dis c'est vraiment cool ce qu'il a fait, mais ça apporte rien. Par contre, moi, je me sens comme dans Batman Begins. Je me dis, il m'en manque. Tu sais, je suis intéressé par l'univers, mais c'est ça. Il faut laisser la place à cet univers-là à souffler et à se développer aussi, parce que je pense qu'on n'a pas terminé. Parce que l'histoire, là, se résume quand même assez rapidement, puis je pense qu'elle se résume par 2 scènes qui m'avaient échappé, puis c'est un YouTuber qui m'a fait remarquer ça. En fait, j'avais remarqué dans le cinéma la scène où Batman, lorsqu'il est en Bruce Wayne, se réveille et est incapable de fixer la lumière. Il a de la misère, puis il se ferme les yeux, et tu vois que le personnage n'est pas capable de faire face à la lumière, pas capable, veut rester dans l'ombre, aime pas le jour. Et la dernière scène à la fin du film, où il fixe littéralement le soleil avec un plan de haut, et c'est toute l'histoire de la transformation du personnage. Parce que c'est ça l'histoire. On va spoiler directement la fin, et ce qui a été dit à la fin fait comme... Je lâche la vengeance et je deviens l'espoir. Et moi, de faire en Joe, je fais comme, bon, ça y est, il devient Superman. Non, je pense qu'il prend juste conscience un peu de ce que Nolan avait mis dans sa trilogie. Batman est le héros que Gotham a besoin. Des fois, ça peut être de l'espoir, des fois, ça peut être de la vengeance. Non, je pense que l'histoire s'en va ailleurs. C'est parce que tout le long, il pense que la vengeance, c'est la solution. Combattre le crime, l'annihiler, c'est la solution. Mais tout le long du film, le monde, ils font comprendre qu'en réalité, ils ont besoin d'un philanthrope. Et ce que la famille Wayne essaie d'amener avec ses asiles, ses loyers qu'ils voulaient bâtir, c'est que avec ces milliards de dollars, il y avait le pouvoir de faire de quoi, puis améliorer le sort des habitants moyens de Gotham, tandis que Batman ne faisait que combattre un des problèmes, un à la fois, tandis que Bruce Wayne avait un pouvoir absolu. Effectivement, c'était un à la fois, ce qui donnait pas grand-chose, finalement. Puis on ouvre avec ça. Moi, il y a 2 éléments que j'adore dans la mythologie de Batman quand ça se développe. Un, la problématique de est-ce que c'est lui qui crée plus de problèmes qu'il en règle, et aussi le côté Bat-Family. Bat-Family, je pense qu'on n'est pas là encore là-dedans. Par contre, là, il vient de faire le ménage. Le film, comme on disait, c'est du Year 2. Il est en train de faire tomber le crime traditionnel, et là, on sent l'émergence. Ça laisse un vide qui doit être comblé, et habituellement, dans Batman, c'est là que les super vilains commencent à apparaître, pour remplacer la mafia traditionnelle qui opère à Gotham. Ben là, il y a d'autres un élément que Nolan a place. Très bien exploité en passant. Exact. Et j'ai l'impression qu'on s'enligne un petit peu là-dedans avec Matt Reeves aussi. Et j'espère qu'on va apporter le côté Bat-Family aussi, parce que pour le développement du personnage, c'est vraiment super important. Ils ont ouvert la porte à Robin environ 22 fois pendant le film. Là, ouais, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que ce petit gars-là a vraiment servi uniquement à faire le parallèle entre... je pense à rentrer dans la tête de Bruce Wayne. Ouais, je sais. C'est parce que c'est un peu comparatif à lui quand il était jeune. C'est ça, là. Puis avec une chance de s'en sortir. Sauf que, c'est parce que la référence était trop facile à faire. C'est pour ça. Mm-hmm. Puis il y a vraiment beaucoup de plans dans le film où tu as l'impression que c'est ça qu'il veut le prendre puis qu'il veut le sauver, à peu près comme il avait fait avec Dick Grayson. Puis t'en remarqueras aussi que dans le film, on n'a jamais dit son nom ni le nom de sa famille. Non, mais tu sais, est-ce qu'il voulait se sauver quand il le fait? Non, mais c'est pas grave. C'est parce que le clin d'œil était là quand même régulièrement. Ah oui, c'est sûr qu'on peut pas s'empêcher de penser à ça, mais moi, tu vois, là, quand tu me l'as dit, j'ai fait comme « Ah, ouais, j'avais pas pensé à ça. » Moi, j'étais vraiment resté scotché, surtout sur la scène des funérailles, qui est une magnifique scène, là,
On va se le dire, c'est vraiment une belle scène. Là. Ave Maria, la façon que Bruce Wayne est accosté par des citoyens qui disent « Hey, je te connais, toi, t'es l'enfant Wayne. » Puis après ça, le véhicule qui pousse, lui qui sauve le petit gars. C'est une belle scène. Ouais, c'est parce que je pense que c'est la façon que Matt Reeves a réalisé le film, là, parce qu'on va en parler aussi des séquences d'action qu'il y a, c'est que ces plans de caméra, si vous avez remarqué, étaient souvent en bas. On était souvent en bas de la taille du monde pour monter vers le haut. Ça fait que c'était rare qu'on avait juste des demi-personnages. C'est souvent des plans complets du monde qui présentait. Et la scène des funérailles, ça a été encore plus marquant à cause que c'était une masse de foule. Mais t'as remarqué dans le film, jamais le monde est coupé à la taille à peu près. C'est toujours des plans complets. Et je pense que c'est ça qui apportait au film, puis qui apportait des plans qui étaient plus frappants beaucoup. C'est quand même une bonne gestion de la dynamique de son film, parce que quand on y pense, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Quand il y en a, sont percutantes, mais sur un film qui est très très long, là, qui fait presque 3 heures, il y a beaucoup de jasage entre les personnages. Et en tout cas, moi, j'ai été scotché tout le long. Je retourne avec ma copine jeudi. J'ai vraiment hâte de voir avec ma blonde. Ouais. Puis j'ai hâte de voir comment ça va survivre le deuxième visionnement pour un truc aussi long. En sortant du film, je serais pas rentré pour le voir tout de suite, mais là, je suis un petit peu excité. Ouais, mais c'est rare parce que j'y retourne demain. Puis habituellement, quand on est allé le voir en anglais, puis c'est une des qualités d'aller à Québec, tu peux l'écouter dans sa langue originale. Puis j'ai rien contre la version française, mais gars, quand t'es capable d'écouter en anglais, tu l'écoutes en anglais. Je considère que je suis quand même pas pire en anglais, mais honnêtement, je vais être content de le voir en français parce que un des points faibles, ça chuchote dans ce film-là. C'est ce que je revenais à dire au début, le film, il est sur un ton monotone, le monde marmonne beaucoup, ça parle souvent pas fort, c'est très dans l'intimité. Je pense que ça va chercher l'affaire claustrophobique que Jean-Luc parlait. Oui, absolument. Des séquences d'action, il y en a beaucoup dans les pièces qui sont petites, fermées, parce que même souvent qu'il y a des enquêtes, souvent c'est des pièces de 12 pieds par 12 pieds, sont 20 policiers plus Batman, c'est que tout c'est claustrophobique, c'est que même au niveau des dialogues, quand le monde parle, ça chuchote parce que c'est des scènes de crime ou autres comme un funéraire. Et des fois, avec la musique que ça embarque, c'est plus dur un peu à comprendre. Et l'autre problème qu'on avait, on n'a pas encore beaucoup parlé du Riddler. Le Riddler utilise beaucoup son cellulaire pour faire des lives. Sauf que il y a un masque pire que Bane et il crie. Ah, c'est terrible, c'est incompréhensible. Ça n'a aucun sens. C'est très difficile à suivre. C'est très difficile, puis ça, c'est l'élément que j'ai hâte de voir en français. Je vous amène sur le Riddler, parce que moi, c'est mon point faible du film. Je sais que tout le monde aime Paul Dano, puis que tout le monde a aimé sa performance. Moi, c'est le choix du méchant, mon problème. J'aurais vu un Hush à la place de Riddler. Ben, si je peux parler, moi, ce que j'ai pas aimé de ce Riddler-là, c'est que moi, le Riddler, le Sphinx, de la façon que je le vois, c'est un être qui est posé, qui est calculé, et c'est un gars qui est en contrôle de toutes les situations. Dans la série Gotham, il y en avait apporté un qui était vraiment brillant, puis qui avait un problème de dédoublement de personnalité. C'était un Riddler qui était super intéressant parce qu'il y avait un côté qui était gentil, puis sur dédoublement de personnalité, sauf que encore un problème de DC puis de Batman. Tous les méchants que tes argons sont souvent semblables, c'est qu'il ressemblait à double face. Et tandis que le slot de M. Dano, il y avait un masque à la Bane qui ressemblait beaucoup plus à Hush. On regarde ça. Si tu remplaces son cuir par des bandelettes, c'était Hush. Moi, dans ma tête, c'était Hush. Il criait toujours. Il avait pas l'air d'un gars qui est en contrôle. Son plan, il l'a mené d'une main de maître jusqu'à la fin, jusqu'au temps qu'il avait fait une erreur de calculation qui était plutôt naïve de sa part d'avoir fait. Et ce que j'ai trouvé plate du personnage, c'est qu'une fois qu'il a perdu son masque ou ce qui avait l'air d'un tueur en série, puis un gars qui essaie d'avoir le contrôle sur tout, puis qui était vraiment le gros méchant de la station, on s'est rendu compte que c'était un gars de 22 ans qui avait aucun contrôle, qui pleurait dans sa cellule, puis qui riait comme le Joker. Encore une fois, classique Batman, c'est que quand tu prends un vilain à son plus petit dénominateur, puis tu le ramènes au cinéma, tu fais pas la différence entre A, B, C, D, sont toutes pareilles. Il y a eu, c'est le même problème dont a souffert Joel Schumacher avec Jim Carrey à l'époque de Batman Forever, où on avait l'impression que c'était le Joker. Puis quand tu regardes l'inspiration de Carrey, c'était Frank Gorshin du côté de la série de Batman 1966. Puis c'était encore une fois presque le Joker. Puis tu sais, le personnage du Sphinx, un des problèmes, c'est qu'à l'époque où on l'amène en série télé en 1966, il y a eu 3 ou 4 apparitions dans la bande dessinée. Puis dans la bande dessinée, là, c'est rapidement étiqueté comme un loser. Ouais. Comme un gars qui... c'est pas un bon méchant. Ouais, c'est un méchant de seconde ordre. Ouais. Et c'est un peu ce que Jeff Loeb avait essayé de faire avec Hush. De rendre au Riddler sa personnalité de méchant qui est capable de faire des plans incroyables, des plans gigantesques. Puis Scott Snyder, dans Year Zero, a fait un peu la même chose aussi. Là.
d'en faire un personnage qui est plus menaçant, plus épeurant. Là. Ouais, on a une itération moderne du Riddler. Moi, ça a été mon point faible là, aussi. Là. J'ai aimé sa performance à la fin. Là. Je veux dire, c'est quand même un bon back and forth qui mène C'est un pendant bon le film acteur, avec là. Batman. C'est un bon Puis, acteur. j'ai aimé sa scène de révélation dans Cellule. Tu sais, c'est puissant puis tout, mais c'est probablement le vilain que j'ai le moins aimé du film. Il est surtout là pour faire avancer les choses puis driver l'histoire. Parce que, oui, c'est un film d'enquête, mais tu sais, attendez-vous pas à être en train de réfléchir constamment puis essayer de se gagner. Le film vous prend beaucoup par la main. Ben, Là. y a quelqu'un Tout est qui, résolu littéralement au oui, moment où mais- ça devient une question. Mais il y a quelqu'un qui me disait, mais tu sais, il est bien mauvais, Batman. Mais oui, mais parce que quelqu'un qui a lu Long Halloween, là, ce qui est magistral dans Long Halloween, là, c'est que personne gagne. Personne gagne dans Long Halloween. À Ben- part de l'expérience. Ben, tu sais que c'est les deux, mais c'est-tu vraiment les deux? Puis il a gagné de l'expérience. Le film de Matt Reeves, c'est carrément ça, là. À la fin du film, puis je pense que c'est Alan qui me disait ça. Tu sais, il a gagné quoi? Il a gagné la population, il a gagné de plus être un vigilante qui va, tu sais, comme t'expliquais tout à l'heure. C'est ça qu'il a gagné. Mais en termes de crime, en termes de sauver les victimes, en termes de... Tu sais, c'est le Riddler. Puis même le Riddler, il a-tu réellement gagné, tu sais? Ben, clairement, Batman change son approche à partir de ce moment-là, puis je pense que c'est ça qui va l'amener. Il est plus là pour punir le crime, il est là pour sauver la veuve et l'orphelin, si on veut le ramener de manière simple. Il se rend compte que la raison pourquoi il doit le faire, puis vers qui il doit se tourner, c'est les gens. Pour un être qui est centré sur lui-même, qui est cloîtré, qui est la vengeance, ben tu sais, c'est quand même un bon virement, là, puis c'est une bonne manière d'amener un héros, mais au plus simple, c'est comme ça qu'on le ramène. Je pense que là, on va sauter au cœur du film un peu, parce que là, on a parlé beaucoup de Batman, on a parlé du Riddler, mais tu sais, on n'a pas parlé de l'essence au grand complet. On n'a pas parlé encore de Catwoman, qui est pas vraiment Catwoman. Tu trouves? Ben, elle a le casting design, bien, elle s'appelle pas Catwoman, c'est ça que je veux dire. Ah, ok, dans le sens qu'ils l'ont pas identifié comme Catwoman. Fait comme Catwoman, c'est ce qui arrive souvent. Mais c'est elle qui se rapproche le plus de ce que moi j'ai lu, là. Effectivement, ben, elle se rapproche beaucoup du Catwoman, peut-être début année 2000. Après ça, au niveau des familles du crime. Allons-y avec Catwoman d'abord. Parce que moi, là, elle a figuré dans ma scène favorite du film. Vous allez me trouver niaiseux, ça pourrait être la poursuite de la Batmobile, ça pourrait être la dernière bataille, ça pourrait être bien des éléments du film. Les yeux, les verres de contact. C'est ma scène favorite de tout ce film-là. Le moment où Batman lui fournit les verres de contact, l'envoie dans le Iceberg Lounge du Pingouin, elle descend et il y a ce que je pense être la plus belle transcription de ce qu'on voit dans une BD versus dans un film. Elle entend Batman dans son oreillette et on voit à travers les yeux de Batman ce qu'elle voit. Batman est en train de regarder, il voit à travers ses yeux. Et c'est vraiment génial, cette scène-là. C'est selon moi la meilleure scène du film parce que Catwoman brille dans cette scène-là comme c'est pas possible. Et c'est la seule fois où il y a un peu d'humour. Oui, effectivement, parce que C'est la seule fois. il y a la référence où ce que Batman fait comme, hey, il y a le monde, il te regarde pas dans les yeux, j'ai de la misère à l'identifier, puis elle fait comme, ouais, toi t'es nouveau à ça, c'est parce que elle, c'est une fille qui est d'un bord de prostituée, donc je pense qu'elle regarde pas la face. Puis il y a tout le moment où... Il dit ça avec tout le sérieux du monde. Oh, Ils oui. sont pas forts pour te regarder dans les yeux. Hein. Ça, puis retourne-toi, il faut que je l'identifie. Oui, mais c'est parce que si je me retourne, il va venir me parler. Retourne-toi pareil! Identifie. Moi, cette scène-là m'a fait capoter. Mais sa Catwoman, encore une fois, on a parlé beaucoup des influences dans ce film-là. Tout droit tiré de Long Halloween, je pense. C'est pas mal ça, là, les grosses inspirations pour ce personnage-là. Pour la Catwoman? Ouais. Oui, mais je l'ai senti aussi beaucoup. Tu sais, la période, je disais Joel Jones, mais avant, là, vraiment, le début de New Ed 52. Benes, puis Au niveau du look, puis de ce que transpire, celle de Frank Miller aussi, là, dans Year One. C'est parce que l'effet New 52 se fait sentir aussi parce qu'elle a failli passer l'étape qu'elle avait franchie dans New 52 qu'elle avait tué quelqu'un. Exact, c'est vrai, effectivement. Puis ça, dans New 52, on parle souvent de Superman qui a gâché cette ligne-là, mais ce qu'il avait fait avec Catwoman, c'était l'équivalent de quand on parle de Walking Dead puis de la main coupée, là. Ce que t'aurais pas dû faire, que tu peux plus effacer. Là. À cause de sa sœur qui était en problème, puis tout, elle avait tué quelqu'un, puis ça avait créé un bris avec Batman, puis ça l'avait lié à placardé dans un coin. Ça l'avait isolé. Là. Puis elle était rendue vraiment avec Poison Ivy et Harley Quinn. Non, c'est pas un beau moment du personnage. Par contre, j'ai beaucoup aimé comment ils l'ont présenté dans le film, mais on dirait que je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec elle plus tard, parce qu'encore une fois, contrairement, mettons, à Michelle Pfeiffer, on sent pas vraiment que c'est une
c'est pas une vilaine, tu sais, on est vraiment dans la Catwoman moderne qui est vraiment comme un sidekick à Batman qui l'aide, qui en même temps est là pour son propre compte aussi, tu sais, est à l'argent, puis mais en même temps on la sent pas vraiment comme une vilaine. Fait que ça serait intéressant de voir s'ils la ramènent, comment ils vont travailler ça. Mais la relation qu'ils ont, par contre, la chimie entre les deux acteurs, c'est vraiment incroyable. Et surtout, tu sais, la dynamique, ça à quoi ils passent à travers. Puis la scène que Martin parlait là, avec les verres de contact, c'est très tôt dans le film. Là. Ils viennent de se rencontrer, là, puis ils passent déjà à cette relation-là parce qu'ils ont besoin d'un l'autre. Ça, mais ça fonctionne tempête. C'est ça qui est le fun, parce que dans le fond, là, ils s'utilisent. Là. Oui. Vraiment, là, dans cette scène-là, là, c'est vraiment à leur avantage, à chacun. Et ça se termine, là, tu sais, elle s'en va dans la chambre de bain, elle se regarde dans le miroir, tu sais, la scène, comment est-ce qu'elle est filmée, comment est-ce qu'elle est faite, elle enlève les yeux, puis lui qui fait hey! Puis tu fais comme wow, c'est tellement bien fait, là, cette partie-là. Puis si on jumpait d'un méchant à un autre, Colin Farrell en pingouin. Ses prosthétiques sont géniales. Honnêtement, je l'ai lu, puis il paraît que c'est vraiment vrai qu'il l'a fait. Quand il a essayé ses prosthétiques au début, il voulait faire des tests. Il est sorti des studios, puis il était magasiné dans des dépanneurs pour voir si le monde allait passer des commentaires. C'est qu'il a vraiment poussé le test du réalisme de ses prosthétiques au maximum. Colin Farrell, le problème de ce gars-là, c'est qu'il y a des rôles qui ont collé à la peau de des films qui sont bizarres, mais il a toujours été un acteur de talent. Et encore une fois, il nous l'a prouvé dans ce film-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Oswald tient le film sur le côté vilain, mieux que le Riddler, à mon avis, parce qu'il est le fun. Il y a même un côté qui est drôle. Un petit côté très opportuniste aussi, mais tu sais, un vrai criminel. Ah, vraiment, là, on voit que c'est le Rise of the Penguin, là, parce que on focus beaucoup sur lui aussi à la fin du film. Ouais. Il est peut-être rien que reproché de pas avoir assez de matériel. Tu sais, il y a des gens qui disaient l'impression qu'il surjoue un peu. Non, avec ce qui est donné, là, il mange clairement les scènes où il est là. Moi, il en fait pas trop, il en fait comme le pingouin. Il y a juste un soupçon de folie, mais c'est ça, beaucoup d'opportunités, tu sens qu'il est tout le temps en train de magouiller puis de crosser quelqu'un. Puis d'ailleurs, la scène du bar, quand on le rencontre, c'est une autre des belles scènes. Tu sais, Batman est en train de péter la gueule à tout le monde dans le bar. Et le pingouin, hey! Viens prendre un verre, on va jaser. Et c'est magnifique, cette scène-là. C'est une très belle scène aussi, très bien jouée. Oui, toujours. Puis à chaque fois qu'il est là, il vole la vedette à tout le monde. Parce que on disait que le film était peut-être monotone, tandis que lui, son pingouin, lui, il a de l'intonation. Puis tu sais, c'est un gars qui a de l'air le fun. Et dans les séries dérivées, ça c'en est une qui m'intéresse, par exemple. Ouais, ça peut être... HBO dédié au personnage du pingouin. Je le sais, c'est pour ça. Ça va vraiment être intéressant. Mais maintenant, je veux t'entendre, puis Alan, c'est toi qui m'en as parlé dans le retour du voyage. Puis c'est toi qui souvent remarque ces affaires de technique-là. Mais je me souviens pas avoir vu, puis peut-être que vous allez me corriger, là, une poursuite de char filmée de cette façon-là. C'est extraordinaire. C'est parce que Matt Reeves, dans un univers qui était très terre-à-terre, ça fait sa poursuite de voitures, il y a quelques éléments qui étaient importants d'avoir, c'est que les voitures étaient très standards. On était vraiment sur une autoroute et le nombre de fois que vous allez remarquer ça, les 53 pieds sont lettrés, tout est indiqué. Tu as vraiment l'impression d'être dans un vrai trafic. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est simulé. Tu sais, le derrière de van que tu voyais dans ce film-là, c'est ce que tu vois dans la vraie vie. Et l'effet claustrophobique, ce qui était brillant dans ces poursuites-là, c'est que souvent, les plans sont à l'intérieur de la voiture. Quand la voiture d'en avant est filmée, t'as la face de la personne qui pilote avec le rétroviseur pour voir la personne qui est en arrière. Donc, t'es dans le cockpit de la voiture. Et un autre point qui est super important, la Batmobile, souvent, qui est à voir avancé, le plan de caméra est en arrière de la roue d'en arrière, au niveau du plancher, puis tu vois le flanc au grand complet. Et dans Batman The Animated Series, qu'il y avait la moto, que ce soit la moto ou la Batmobile, le 3/4 du temps, c'était sur un profil de main. C'est vrai que ça a pris un peu peut-être son inspiration du côté de Batman Animated. Oui, puis ça donne une impression de vitesse qui est extrêmement fort. Puis il y a aussi, pour des scènes comme ça, souvent, dans Modernité, on sent que les réalisateurs, tu sais, ils vont essayer de faire des grosses set pieces. Il y a un hélicoptère qui va filmer de haut. On va monopoliser une autoroute. Là, on dirait qu'il a fait beaucoup avec peu. Il s'est dit, bon, il fait noir, il y a de la pluie, on voit pas grand-chose. Fait qu'on va l'utiliser de même. Ça va être efficace. Quand la voiture va virer, t'as pas besoin de bloquer une autoroute. C'est dans le noir, il pleut. Le char va virer. Fait qu'on se sent encore une fois, à l'image du reste du film, on est enfermé dans la bulle avec eux. Puis en même temps, on n'est jamais perdu dans l'action. Puis ça, c'est fantastique. Au moment où le pingouin pense qu'il a réussi à tuer Batman,
et que là, on l'a vu dans la bande-annonce qui passe à travers de la citerne qui est en feu. Là, encore une fois, le plan est dans la voiture, puis c'est Oswald qui voit ça dans son rétroviseur. Encore, on est enfermé. Et quand Batman le ramasse, tu comprends pas ce qui se passe parce que la caméra est dans le char et la caméra revole avec le char. C'est que le pingouin, son char, part dans les airs et il fait 22 vrilles. Mais c'est parce que le problème, c'est que tu vis les 22 vrilles comme si sa caméra était lâchée lousse dans le char. Puis en plus, quand le Batman approche, t'es à l'envers. Le char est sur le toit, puis c'est comme si tu le regardais à travers les yeux du pingouin. Et il arrive tête par en bas comme une chauve-souris. Avec une trame sonore totalement désagréable. Oh, arrête, c'est incroyable. Là, vous m'ouvrez la porte pour l'élément qui m'a le plus gossé. Je le sais, Warner voulait que le film fonctionne, mais il était-tu obligé de tout nous montrer les grosses scènes d'action dans la bande-annonce? Surtout qu'il y en a peu. Celle-là, en particulier, là. Genre, au cinéma, je me suis levé et j'avais le goût de crier, mais je pense que je me serais mis à courir autour des sièges si je l'avais pas vu 15 fois. Peut-être une bonne chose, finalement. Veux-tu qu'on parle de la séquence de l'ascenseur? Ah, c'est là qu'il va se faire mitrailler par tout le monde puis qu'il va avancer comme Robocop. Ça fait 22 fois que j'en vois dans la bande-annonce. Et en passant, cette séquence-là, qui était réalisée sans effets spéciaux. En fait, sans effets digitaux. Ça a été réalisé en plan réel. Méritait d'être vu pour la première fois en salle. Oui. Puis on l'a vu dans la bande-annonce. Puis dans la bande-annonce, on s'est tous dit la même chose. Bon, c'est fait en CGI. On n'a pas pu l'apprécier à sa juste valeur, je pense, dans une bande-annonce. Puis elle nous surprend pas, on la voit venir, on l'a vu dans la bande-annonce, tu sais exactement quand les Je te dirais que le beating du premier groupe aussi, là. C'est la première bande-annonce. C'est dans la première bande-annonce. Puis c'est correct, c'était pour nous montrer, je pense, pour nous montrer le ton que le film allait avoir. Mais la vérité, c'est que si t'as pas vu la bande-annonce, puis t'es introduit à Batman de cette façon-là, tu comprends rapidement vers où on s'en va. Là. Mais tu sais, c'est parce que ça, en plus, c'est toujours un couteau qui est à double tranchant. Ça, on se rappelle, à l'époque du Hulk de Ang Lee, le monde sont allés voir un film qui dure au-dessus de 2h30, on faisait comme c'est Hulk, puis Hulk smash. Puis finalement, tu t'es ramassé d'un thriller psychologique. Ouais. Et là, tu te ramassais avec des enfants d'en bas de 10 ans qui étaient dans la salle, qui faisaient comme quand je vais voir Hulk, je comprends pas le film. Et là, avec The Batman, il y a le même problème. J'ai entendu parler quelqu'un, d'ailleurs, il était avec nous autres, William, qu'on avait été voir le film la première fois. Le lendemain, il est allé le voir en après-midi en français, puis il y avait des enfants de 8-10 ans qui étaient dans la salle. Ils triperont pas, là. Après une heure, ça tirait sur la chemise de leur papa. Le film, es-tu fini? Ouais, mais attends peu. Moi et Jean-Nic, nous sommes de la génération Batman Returns. Oui. Dans lequel il y avait absolument rien. Qui était pour un enfant de 10 ans. Rien. Et ça reste encore à ce jour notre film préféré. Parce qu'il y avait ce côté-là en écoutant Batman Returns, je me rappelle, j'étais excité, j'aimais Batman, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses où je regardais mes parents puis j'étais là, il faut que vous me cachiez les yeux, ou clairement, je suis en train d'écouter quelque chose que j'ai pas le droit, puis mes parents tripaient pas, tu sais. Ça, c'était trippant aussi, puis ça rajoutait un petit quelque chose au film. Bon, c'était pas 3 heures, par exemple, à notre défense, là. Non. Mais tu sais, puis rappelle-toi, c'est ce qui a un peu déclenché toute la saga Schumacher. Exactement, parce que t'avais des émissions, puis des critiques de la part de même de parents et d'enfants qui avaient absolument détesté le Batman Returns, et ça avait... On est encore à la génération Hasbro. Exactement. Puis c'est des compagnies de jouets qui ont mis leurs pieds à terre puis qui ont dit, écoute, là, c'est parce que... Et si je me souviens bien, Jean-Luc, tu vas pouvoir me rafraîchir la mémoire, mais c'était toute l'histoire de la campagne avec McDonald's. Eh oui, absolument. Là, il y avait c'était des voiturettes pour chacun des personnages, puis on en discutait dans la voiture là, quand ils ont sorti le jouet du pingouin, puis qu'ils ont même pas mis Danny DeVito parce qu'il était trop effrayant. Non, il arrache littéralement le nez de quelqu'un dans le film. Il avait mis... Je m'en rappelle. Il avait pris la figurine de Super Heroes, genre une ligne que Kenner avait sorti au début des années 90, le Batman avec la ceinture qui bouge, là. Puis il y avait un pingouin bleu et blanc. Ils l'ont pris, puis ils l'ont peint noir. Puis ils ont sacré ça sur un cardboard de Batman Returns, puis ils ont fait 15, c'est le pingouin. Ça va être lui, votre jouet. Mais n'importe quel enfant qui regardait ce jouet-là, puis regardait le film, se disait, mais c'est pas le pingouin, là, c'est pas... Mais en même temps, cette fois-là, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de marketing pour les enfants non plus. Je pense depuis Nolan, on est dans du Batman pour adultes, puis encore une fois, c'est un produit pour adultes qui est présenté. Le noir et le rouge, c'est pas ce qui attire les enfants? On me dit que non. OK, ça fait que Nirvana, les années 90, le grunge, le monde qui aime pas la vie, la mode c'est correct, aussi, c'est fini. Il y a le MCU pour les enfants. Ben, je vous... Visiblement, t'as pas guéri. Je vous amène sur un autre point. Tu m'amènes là-dessus, Alan, puis j'aime ça, je fais des liens avec ce que vous me dites, là. Tu me parles de grunge, tu me parles de Nirvana.
moi, je vais te parler de Emo, puis je vais te parler de Bruce Wayne. Ben, sur un film de 3 heures, Bruce Wayne est là pendant 4 minutes. Et c'est les pires 4 minutes du film. Mais c'est parce que le gars, il est vraiment taciturne, puis tu vois que socialement, il est pas là. Puis ça, c'est le côté qui était plate, parce que ça amène un autre problème du film. C'est que au niveau du Bruce Wayne, on aurait aimé connaître peut-être plus ses aspirations, mais on a vite compris que Bruce Wayne, il voulait pas qu'il existe, puis que dans le fond, il est Batman environ 16 heures par jour, puis que Bruce Wayne, c'est un embarras dans sa vie. Sauf que le côté qui est plus plate, c'est que du côté qu'on se pose toujours la question, c'est que Wayne Enterprise, comment font pour fonctionner? Parce que, tu sais, on n'a pas de Lucius Fox qui sont présentés et compagnie. Ce que je veux bien... On avait un film de 3 heures, il y avait plein de possibilités. Et l'autre affaire qui est place, pour Andy Serkis, c'est un exécrable réalisateur sur Venom 2. Et dans ce film-là, ben, je peux même pas dire si c'est un exécrable ou un bon acteur, parce que il a dit, j'ai des baies dans un bol en or, puis il a explosé, si je me trompe pas. Ouais, il n'y a pas grand-chose avec quoi travailler, notre pauvre Andy Serkis. Là. C'est un peu triste, c'est un des points faibles aussi. Je pense qu'il y aurait eu du potentiel, mais puisqu'il n'y a pas de Bruce Wayne, il n'y a pas vraiment d'opportunité d'avoir un Alfred pour le contrebalancer. C'est parce que on était dans un film d'enquête, on est sur un Alfred qui était sur son passé militaire, à peu près comme la série Capaldi qu'on a, qui est même si on prend la série Gotham, c'est lui qui a même entraîné Bruce Wayne au combat en premier dans cette série-là. Dans Earth One, c'est ça aussi, c'est ça? Effectivement, même dans Earth One qui est inspiré d'autres éléments que oui, on y reviendra. C'est que on était sur quelqu'un qui aurait pu l'aider dans ses éléments d'enquête, tu sais. Au niveau de la Batcave, on a vu quelque chose qui était vraiment Year One, qui est en construction, même au niveau des gadgets. Puis qu'on s'entend qu'elle est probablement détruite. Puis on n'a jamais vraiment vu Alfred qui était assis là, à train de contrôler ça. Puis tu sais, on n'a même jamais vu Alfred pencher sur le capot d'une Batmobile à réparer. Chose qu'on a même vu dans BVS puis le Justice League. Ben, ça aurait été peut-être plaisant d'avoir le même genre de scène qu'il a eu avec Catwoman, avec Alfred. Oui. Tu sais, dans le sens, tu lui fais parler un peu dans son oreillette, là, juste pour au moins une des analyses de scènes de crime ou un retour sur une des scènes de crime. Puis tu sais, ils voulaient pas de Bruce Wayne, puis ils l'ont évacué du film, mais il aurait pu y avoir quand même juste quelques éléments. Tu sais, t'as parlé de Lucius Fox. Il aurait pu y avoir juste quelques éléments ou une phrase, des fois, c'est suffisant de... Tu sais, pourquoi tu veux pas être Bruce Wayne? Il y en a un tout petit peu, mais c'est très subtil. Mais la première fois qu'on le voit, on voit qu'Alfred est en train de dire, tu sais, bon, je suis content de vous voir, Maître Wayne, pour la première fois. On a une réunion, j'ai appelé le conseil parce que je suis pas capable de vous faire aller sur le CA, fait que j'ai fait venir le CA à la maison. On voit pas tout ça, mais il est en train de le dire. Fait qu'on est comme en train de comprendre que c'est lui qui tient l'entreprise un peu, Alfred, en ce moment, puis il aimerait ça que Bruce s'implique un peu plus. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va peut-être être amené dans le futur aussi. On est en présence de... C'est pas Bruce Wayne qui se déguise en Batman. C'est Batman qui se déguise en Bruce Wayne. Puis je pense qu'il va devoir, dans les prochains films ou dans les jouer suites, jouer là-dessus. Développer son Bruce Wayne et prendre la place qui lui revient dans cette ville-là aussi. Vous avez parlé de Batman Earth One, qui a été une influence que j'avais pas vu venir. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai été surpris des éléments qu'on a empruntés de cette bande dessinée de Geoff Jones. Et c'est une des... pas des modes, mais ça fait plusieurs comics qui utilisent Thomas and Martha Wayne et qui mettent du scandale autour. T'as eu Scott Snyder avec Carnival, t'as eu Earth One de Geoff Jones, t'as eu Sean Murphy avec White Knight. Il les a massacrés pas juste un peu. Il les a massacrés pas rien qu'un peu, effectivement. Joker, oui. Qui a fait quand même allusion au fait que Thomas Wayne ait pu avoir un enfant avec sa bonne, là. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on massacre le couple des Wayne, qu'on l'amène dans l'arène politique. Même Nolan avait fait du meurtre des Wayne un élément de la Ligue des Assassins qui devait se départir de Wayne. Et encore une fois, le couple de Thomas et Martha Wayne. Puis ça, c'est nouveau, je vous le dis, parce que habituellement, dans l'origine de Batman, il n'y a pas nécessairement de trame autour du meurtre des Wayne. C'est un couple qui meurt de façon hasardeuse. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est pour rajouter de la chair autour de l'os aussi, parce que tu sais, c'est quand même une origine qui est assez vieille, puis à l'époque, on se cassait pas la tête avec ça. Aujourd'hui, le fait d'avoir, tu sais, une famille blanche où tout va bien, où c'est seulement des gens qui ont de l'argent puis qui donnent autour d'eux, on y croit un peu moins. Tu sais, c'est quasiment encore plus fantastique que Superman. Fait que je pense qu'on a besoin de ces éléments-là qui viennent grandir un peu. Là-dedans, ils sont pas présentés comme des vilains, par contre, tu sais, des gens qui ont commis des erreurs aussi. Fait que je pense que c'est pour rapporter un élément plus réaliste, puis dans la modernité, on le voit beaucoup, ça. Puis on amène des éléments qui sont quand même
pas scandaleux, mais qui ont fait controverse dans l'histoire de Thomas et Martha Wayne. Si on parle de Carmen Falcone, qui est soigné par Thomas Wayne. Effectivement, c'est des éléments qui sont dans Earth One, puis Dans aussi Lord l'élément Wayne que aussi. la famille Asylum, Arkham. Arkham a des troubles mentaux, puis ils ont des tendances psychotiques et sociopathes. Martha Wayne a eu des problèmes. Puis ils l'ont interné, ça c'est un autre point qui avait été aussi apporté avec Sean Murphy, mais sauf que même dans Earth One, c'est parce que c'était même les familles Wayne qui faisaient presque des lobotomies à leurs femmes pour faire de l'achat d'estate en mariant des femmes riches. Ah non, c'est terrible dans Earth One. Là. C'était terrible, puis tu sais, puis même l'effet de la famille Arkham qui était folle, même dans la série Gotham, King, qui était la femme du commissaire Gordon, avait une redescendance liée à la famille Arkham, puis était une sociopathe aussi parce qu'elle a souffert de cette maladie-là. C'est quelque chose que dans les dernières années est revenu très souvent. On a souvent exploité ça. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à amener chez Batman parce que l'élément de la famille trop parfaite, avec le héros qui est trop parfait, sans défaut, a besoin d'une faille quelque part. C'est que lui se bat pour l'honneur de ses parents qui étaient des bienfaisants, puis lui, il veut plus que ça arrive à personne, mais il se rend compte que finalement, même dans un univers parfait, il y a des défauts. Et comment on a lié ça avec le Riddler, qui finalement, là, ça c'est plus ou moins clair, j'ai écouté quelques vidéos puis quelques explications. Moi, je l'avais compris comme ça. Alan, tu l'avais pas compris comme ça. Moi, j'avais compris que l'orphelin, qui se trouve à être The Riddler, moi, j'avais compris que c'était le fils du journaliste qui avait enquêté sur les Wayne. Puis que c'était pour ça, parce que le journaliste meurt, et que c'était pour ça qu'il s'était ramassé à l'orphelinat. Il était vraiment dans l'orphelinat qui a passé au feu et qui n'a jamais été rebâti. Tu sais, le renewal des Wayne qui n'a jamais eu lieu après leur meurtre, ben lui, il tient la famille Wayne responsable pour tout ce qu'il a perdu. Ben, en fait, oui, il est tient responsable, puis en plus, il dit, on est tous des orphelins, tous les enfants qui sont sortis de ça, on est tous abandonnés, mais le seul orphelin qu'on parle, c'est Bruce Wayne. L'enfant riche, l'enfant qui a toujours eu facile, puis lui, tout le monde est là à le dorloter puis à l'aimer. Nous autres, on n'avait rien. À part cet orphelinat-là, on a tout brûlé. Et je pense que c'est peut-être pas assez travaillé, cet élément-là. On le sait, là, le personnage l'explique, mais ça aurait mérité peut-être d'être poussé un peu plus parce que c'est intéressant comme dynamique puis comme reflet de la tragédie de la vie de Batman aussi. Puis moi, je dois vous avouer que j'ai été surpris du dernier acte. Parce que quand on arrête de Riddler, qu'on comprend l'histoire de l'orphelinat, là, on travaille un peu autour de la scène de crime, on réalise qu'il y a d'autres indices. Je pensais que le film se terminait là. J'étais convaincu que le film se terminait là. Il manquait beaucoup de choses pour que le film se termine là. Ben là, il arrive toute l'histoire de la métaphore de laver Gotham et de tous les éléments qu'on a mis au fur et à mesure. Dans le film, on en a parlé souvent, là, des murs qui supportent l'eau. Ils mouillent tout le long du film. Puis on parlait de référents BD, là, on se sent presque dans No Man's Land à ce moment-là, là, avec la file qui est mis un peu à feu et à sang, on perd le contrôle. C'est quand même intéressant de voir à quel point tu étais, on va dire, endormi par le naïf. Film. Et naïf, que tu as cru que vraiment, tu sais, c'est parce que le film est là pour te faire penser que Batman, lui, il pense qu'il a gagné jusqu'au temps qu'il trouve les éléments que le Riddler avait cachés dans son appartement sur des indices, puis il fait comme, oh non, je me suis fait avoir. Mais moi, c'est pour ça que j'ai hâte de revoir le film parce que... Puis c'est encore plus drôle parce que à la fin, quand il parle de Riddler, le Riddler faisait, je pensais que t'avais allumé puis qu'on travaillait ensemble. Ben, c'est ça. Je pensais que t'avais compris je pensais que t'avais compris le plan puis tu savais qu'on s'en allait là. C'est que le Riddler, qui arrive à la fin, tout saute, les inondations est là, il est sûr que Batman travaille conjointement avec lui, mais finalement, Batman, il a juste jamais allumé. Il a jamais allumé. Et j'ai hâte de le revoir pour ça, parce que quand il nous révèle que le Riddler est à côté du bar où tout se passe, tout ce temps-là, puis je regarde les plans, puis j'essaie de me rappeler des plans, il y a assurément des clins d'œil que j'ai manqués. Ou des moments où je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'il y a eu ça, c'est comme ça qu'il a agi, c'est comme ça qu'il a fait. C'est parce que tout le long, il est en face ou à côté du bar du Pingouin. C'est comme ça qu'il a obtenu les photos du DA. Oui. Mais encore pire, tout le long du film, avec ses indices puis tout ce qui est écrit sur les murs, même Batman, il s'est fait flouer sur une affaire parce qu'il y avait plusieurs trucs qui étaient écrits sur les murs qui disaient « Je sais qui tu es », puis il y avait toujours des photos de Bruce Wayne pas loin. Lui, il était sûr que lui, il savait que c'était Batman, mais en réalité, il savait que c'était l'orphelin qui devait, genre, éliminer, qui était lui le problème. Parce que Batman a tellement fixé sur le fait qu'il savait qu'il était Batman. Il sait pas. Puis il sait pas. Ça fait que c'est ça qui est génial. Au début, j'étais comme pas sûr, puis en réfléchissant, il sait pas. C'est ça le punch, c'est que Batman est tellement obsédé par le fait qu'il pense qu'il a découvert son identité, qu'il en est surpris quand il dit, ben oui, on travaille pour tuer Bruce Wayne. C'est comme ça le punch. Puis moi aussi, j'ai hâte de le revoir parce que je pense que c'est comme Alan dit, là,
il est obsédé par le fait qu'il pense que c'est à propos de lui, Parce que mais non. cette scène-là est magnifique, là. Bruce Wayne. Puis là, tu l'écoutes, tu dis, oh mon Dieu, comment est-ce qu'ils vont jazzer ça? Parce que dans Hush, cette rencontre-là, en prison entre Batman et le Riddler, Batman pogne le Riddler en disant, t'as beau connaître mon identité, t'aimes trop faire des devinettes, t'aimes pas les réponses. Ouais. Donc, je ne crains rien de toi. Tu ne donneras jamais une information qui te permettrait de gâcher une bonne devinette. Puis c'est comme ça qu'il coince. Et là, je m'attendais un peu à un copier-coller à peu près de cette scène-là. Et c'est quand il lui dit, on en a manqué un seul. Bruce Wayne. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, il sait pas. Fait il a pas gagné sur toute la ligne non plus. Il a été un pied en avant tout le temps. Batman a perdu, mais lui aussi s'est fait avoir. Il pensait que Batman était de son bord. Puis... Dernière scène d'action, quand ils sont dans le rassemblement pour la mairesse qui a gagné son... D'ailleurs, elle est omniprésente dans le film et je pensais qu'il allait y avoir une twist avec la... Parce qu'on voit ses pancartes tout le temps, ses slogans tout le temps. Elle est tout le temps à quelque part. Je me suis dit, check, mais s'il n'y a pas une twist qui est à quelque part là-dedans, puis finalement, non. C'est la fille de Maroni ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je m'attendais à une révélation. Ben non, on était vraiment sur Long Halloween parce que le lien avec Falcone, c'était Catwoman qui l'avait. Exactement. Puis la scène finale, là, écoute, la scène de bataille au-dessus de l'espèce de tableau indicateur, là, c'est du bonbon, ça. Oui. C'est du bonbon. Moi, j'adore ça. Ben, j'ai vu beaucoup de références avec une des séquences finales de Dark Knight. Exact. Ben, en fait, c'est presque du copier-coller. Tu sais, qu'il ramasse tout le monde sur 3 étages différents avec sa cordes, vision là. 3D puis ses cordes. Tu sais, on s'enligne un petit peu là-dessus, mais à plus petite échelle. Mais sauf que, tu sais, le film est plus sur le pratique, ses effets spéciaux, que sur le grand déploiement à la Nolan. Donc, ça fonctionne très bien. Parce qu'encore une fois, même dans les plans d'action, c'est jamais coupé, c'est toujours en grand, puis tu vois toujours tout ce qui se passe. C'est mieux filmé que Nolan. Nolan, sa grande faiblesse, c'était les scènes d'action où Batman devait se battre, où on voyait absolument rien. Là. Ben, on a eu un film où on voyait ce qui se passait, c'était le 3e, avec les séquences d'action de jour, puis ce qui était le fun, ce qui était, écoute ça, sur un écran géant, tu vois qu'ils se donnent des punches à 2 pieds de la face. Ah non, c'était terrible, là. C'était une catastrophe. Moi, ça, là-dessus, il l'a jamais eu. Il reste 2 éléments dont je voudrais absolument vous parler concernant ce film-là. La place des familles mafieuses. Moi, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les Maroni, les Falcone et toute la trame de corruption qui était autour de Gotham. Honnêtement, moi, ça m'a beaucoup surpris de la part des Falcone, parce que je me trompe pas, la dernière fois qu'on l'avait vu, là, il était en dessous de testicules géantes de robots, si je me trompe pas. C'est pas lui qui jouait dans Transformers? Oui, c'était lui. Oui. Oui, il était en dessous John de une pyramide, en dessous de testicules géantes de robots. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, Falcone, dans les Nolan, il est là quasiment juste pour être là. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de lien avec ce qu'on voyait dans les comics. Là. Puis, ben, dans le film présent, Maroni n'est pas très présent non plus. Ça commence, puis cette famille-là, puis normalement, les Falcone et les Maroni se chamaillent, ils chicanent Gotham. Puis là, ben, on sent qu'il y a une grande famille qui vient de tomber. Là, je sentais peut-être que, je sais pas, j'aurais aimé ça qu'on les voit un petit peu plus, les Maroni. Genre, c'est plus un clin d'œil qui ont un réel impact parce qu'on sent que c'est vraiment les Falcone là-dedans. Ben, c'est parce que c'est beaucoup les Falcone, c'est parce que je pense qu'ils ont travaillé sur faire tomber la famille Falcone parce que c'est comme un des premiers que Batman avait fait tomber, qui a fait sa renommée. Mm-hmm. Mais encore une fois, c'est au niveau des Maroni, on est en train de les lier au meurtre des Waynes. Oui. Puis à mettre quelque chose qui était plus gros en arrière de ça, qui encerclait ça. Puis tu sais, Bruce Wayne puis Batman se sont fait souvent dire, vous étiez aveugle, vous avez pas vu ce qui se passait. Puis l'autre question, parce que même dans ce film-là, plusieurs personnes pensaient qu'on allait les voir, les hiboux. Kurt Hall. Est-ce que le plan plus gros, parce que honnêtement, c'est le temps que Batman se sorte des héros, des vilains connus, il faut qu'on lâche les Jokers, il faut qu'on lâche tout le monde, il faut qu'on amène quelque chose de nouveau. Puis si vous voulez faire des séries TV qui vont traiter sur les familles mafieuses, si vous voulez faire une série sur Arkham, puis sur tout ce qui était croche en arrière, Snyder vous a donné la plus belle porte d'entrée. Avec les hiboux, là, vous réglez tout le problème. Vous avez un empire qui contrôle tout en arrière, qui sont presque plus gros que la Ligue des Assassins, et qui est nouveau. Mm-hmm. Ouais. Puis qui jouent beaucoup sur le côté, sont déjà ancrés dans Gotham. L'histoire de Gotham. Exact, c'est ça. Ce que ce film-là fait quand même beaucoup aussi. Là. Plus que Hush, moi, je pense que ça serait comme la continuité logique d'y aller avec Court of All. Puis c'est vrai, en plus, qu'il y a beaucoup de méchants qui ont déjà été utilisés, réutilisés. Là, ça ferait du bien. Ça ferait quelque chose de nouveau. Puis ça t'empêche pas d'amener quand même, tu sais,
Parce que là, la série sur Gotham qu'on parlait là, sur les policiers qui étaient supposés être le Year One, ça a été semi-cancellé. Matt Reeves a comme dit que finalement ça évoluait dans la série d'Arkham. Fait que moi, ça m'intéresse pas mal plus. Si tu fais une série, je sais pas moi, de 10 épisodes, 10 vilains, tu montres comment ils atterrissent à Arkham, c'est quoi le dynamique, et qu'après, dans le film, t'es apportes en caméo, ou bien qui ont des petites implications dans une plus grosse histoire. Là, moi, je suis un petit peu excité. Là. C'est ça que j'aimerais. Au pire, tu voles des éléments de ce que Sean Murphy a apporté avec le fait que les Wayne et les Valley ont changé de rôle dans l'époque de la Fondation. Là. Puis t'as tout ce qu'il faut pour apporter Jean-Paul aussi. C'est sûr, ramener à Israël dans cet univers-là. Hein? Ça peut être intéressant. Maintenant, je veux pas vous défaire ni même, tu sais, c'est bien beau vos rêveries, mais reste qu'il y a eu une scène à la fin du film où on nous présente un vilain inconnu. Là. À moins qu'on nous dise que c'est pas ça. Non, ça a été spoiler ici, là. Ça a été. On est quand même déjà on a raconté genre littéralement Ouais, le film au complet. Pas grave, spoiler pareil. Là. IGN l'a spoilé, puis la scène n'était même pas finie de sortir dans sa première représentation au cinéma, c'est que c'est pas grave. Non, c'est ça, c'est parce que j'ai perdu le nom de l'acteur. Là, il avait filmé 2-3 séquences où que le Joker était dans le film, puis c'est lui qui est le voisin de cellule du Riddler à la fin, puis qui fait il lance une énigme sur le fait que que tu te rends compte qui est vraiment important quand tu le perds, c'est des amis, puis tu sais, finalement, l'Empire du crime existe toujours dans cette ville-là. Mais là, c'est un proto-Joker qu'on a, dans le fond. Oui, c'est un proto-Joker. Et je trouve ça hyper intéressant parce que Matt Reeves, il a confirmé qu'il a tourné une scène où Batman se rend à Arkham, il va voir le Joker, puis il l'interroge. Puis Matt Reeves expliquait, Batman, il tient un profil, genre, sur la plupart des criminels de la ville, puis il a identifié les psychopathes. Puis c'est pas encore le Joker, mais lui, il sait que c'est un psychopathe. Et dans son idée, Matt Reeves, il disait, c'est comme un peu dans Le Silence des agneaux. Il va l'interroger pour lui dire, là, j'ai un problème, j'ai un malade mental qui tue du monde, veux-tu m'aider? Fait qu'il le voit pas encore comme le Joker qui va devenir. Il le voyait comme un psychopathe qui a enfermé, puis il l'utilise, puis j'étais là, wow, que c'est une bonne idée, mais je comprends pourquoi. On a quand même perdu un élément clé du personnage du Joker, tu sais, puis on a commencé à le perdre à partir de Dark Knight, quoi qu'on l'a repris un peu. Tu sais, you made me, là. Tu sais, le fait que le Joker, là, c'est la réaction à Batman. Mais on est dans du Year 2, le Joker il est enfermé. Oui, peut-être qu'il l'a fait aussi, ça nous enlève pas ça. Je sais, mais ça demeure, je pense, important dans la genèse du personnage. Tu sais, puis de Burton jusqu'à... Nolan l'a un peu exploité, mais tu sais, différemment. C'est-à-dire que c'est pas directement à cause de Batman que le Joker est là, mais plutôt de par les actions que Batman a posées qui ont permis au Joker d'émerger. Mais tu sais, cette dualité-là entre les deux personnages est importante. Là. Elle est super importante parce que même dans un jeu vidéo qui avait sorti quelques années de Telltale, où ce que le Joker existait déjà, mais que Bruce Wayne se ramasse à Arkham, les deux se lient d'amitié, puis que même, à un moment donné, le Joker devient le sidekick de Batman dans des enquêtes. Sauf qu'à un moment donné, le lien d'amitié se brise parce que le Joker est toujours prêt à tuer du monde, mais Batman ne veut pas tuer du monde. C'est qu'à un moment donné, le Joker se sent floué par Batman, et il devient un super vilain à cause de ça. C'est que même dans un jeu vidéo basic de Telltale, ils ont travaillé là-dessus. Les deux étaient chums. Ils ont essayé de résoudre des énigmes ensemble, puis ils ont vu qu'il y avait un cheminement de pensée qui était différent. Un qui est totalement sociopathe, puis l'autre qui est plus à la justice. Il y a une friction, puis ça crée le Joker qu'on connaît. Puis il y a toujours un lien qui est étroit. Ouais, mais tu sais, il te manque par contre là-dedans une autre notion que je trouve importante pour le personnage, c'est la notion de, puis c'est jamais clairement expliqué, de... Tu sais, Batman, c'est quelqu'un de bien à qui il arrive une catastrophe et qui réussit à demeurer bien. Puis Joker, en parallèle et en miroir à ça, c'est à la mort, là, c'est Killing Joke. Était peut-être quelqu'un de bien, on le saura véritablement jamais, à qui il arrive quelque chose. Tu vas trop chercher Killing Joke. Ouais, mais c'est ça pareil, l'essence du Joker. Killing Joke, il faut jamais t'oublier que c'est un hors-série qui a jamais été vraiment acknowledgé à la cause du Red Hood. Mais ça, c'était juste une idée qui avait été lancée dans le ciel. Puis tu peux le prendre. Le Joker est un élément du chaos. Le chaos peut se refléter dans la mentalité que t'as, mais sauf que c'est pas la ligne absolue du Joker. Là, je vais faire ce que t'as fait. Tu vas trop chercher Nolan. mais c'est des bonnes, exactement ça qu'il a fait. C'est toutes des bonnes interprétations. Oui, moi, c'est ça que j'aime, c'est le côté, ça peut être un peu n'importe quoi aussi, le Joker. C'est le yin au yang de Batman. Mais c'est ça qui est important. Ce qu'il faut pas que tu perdes, puis c'est ce que j'ai peur. Je m'empêcherai pas de dormir cette nuit, là. Mais c'est ce qui m'a un peu déplu avec cette scène supplémentaire-là, ou cette scène, non, elle était pas supplémentaire, mais elle était, tu sais, on the river, là, tu sais. Ouais. Ce qui m'a déplu, c'est que, tu sais, le yin et le yang, il va falloir qu'on m'explique et qu'on m'apporte pourquoi ces deux personnages-là sont liés. Tu sais, t'as parlé d'un lien d'amitié tantôt, Alan, on a parlé d'un lien de miroir, on a parlé de chaos, on a parlé de plein de choses, mais il va falloir que tu m'expliques
dans cet univers-là, tu sais, Joker ne peut pas être un vilain ordinaire. Ça peut pas être le Riddler, ça peut pas être le Scarecrow, ça peut pas être le Pingouin. Il est lié à Batman. Oui et non. Parce que, mettons, quand on repense à Long Halloween, tous les vilains ont comme leur numéro et leur importance. Puis Oui. Joker l'est pas Ouais, mais il est tellement déjà établi. plus. Mais il est déjà établi, il est déjà là. Oui, je sais. Bon, mais le film prend le pari que Batman est déjà établi aussi. T'as peut-être pas besoin de cette genèse du Joker-là. Tu peux avoir un Arkham qui est plein de super vilains puis qui se remplit tranquillement et qu'ils ont toutes des importances relatives dépendamment de ce que tu veux faire avec des eux. méchants noyés. Parce qu'il y a maintenant beaucoup d'eau. Ouais. Ouais, c'est des méchants d'Aquaman qui ont traversé. C'est ça, Aquaman 2. Ça se passe dans Gotham. Finalement, c'est ça. La fausse, là, ça va être Batman 2. On est excités, on a aimé ça. Il y a des nouvelles séries qui se lancent avant de faire nos poisons, parce que je pense qu'on va garder... Non, mais avant même d'embarquer Ouais. là-dedans, là, j'aimerais ça que vous faites la nomenclature des référents. La nomenclature. OK, des comics qu'on a utilisés? OK, on y va à 3, OK? Il y a The Long Halloween, Batman Ego, Il y a Earth One, il y a Court of Owl. Year One. Oui, Long Halloween, on vient de le Long nommer. Halloween, on l'avait pas encore dit, mais il l'avait aussi. No Man's Land. Il y a No Man's Land. il y a No Man's Land. Il y a quelques éléments de Murphy qu'on peut voir. Oui, dans Batman White Knight, puis surtout dans Curse of the White Knight, qui a beaucoup, beaucoup d'éléments. Moi, j'ai vu beaucoup de Creature of the Night. La dualité entre Bruce Wayne et de Kurt Busiek, là, qui se trouve être dans l'univers de Secret Identity de Superman. Là. Je pense qu'il y a un petit peu de ça sur le profil psychologique de Batman. Il y a un peu de ça. On dirait que, je sais pas Hey, si Matt pour une Reeves est attends. un fan, là, mais on dirait qu'il a sorti, mettons, le top 30 des BD de Ouais, Batman mais- les plus influentes qui les a lu, genre... Mais il y a filtré ça. pas beaucoup, sinon presque pas, de Dark Knight Returns. Mais on n'est pas là. C'est le contraire. Dark Knight Mais je sais, Returns, c'est un même Batman dans, enfin. je sais, mais même dans Joker, il y a une référence claire à Dark Knight Returns à la fin. Mais puis dans presque tous les Batman, même ceux de Tim Burton, surtout ceux de Tim Burton, il y a des références des fois, mais dans celui-là, je suis content qu'on l'a mis un peu de côté. Puis, je vais dire aussi, comme Sean Murphy avait dit, que le monde avait dit qu'il avait vu beaucoup de liens avec son White Knight. Il fait comme si vous allez dans l'esthétique, dites merci à Lee Bermejo. Parce que Lee Effectivement. Bermejo transpire de ce film-là de A à Z son esthétique. Est-ce que je me risquerais à dire qu'il y a un peu de Batman Animated Series? Ben, à cause des plans que je t'avais dit un peu, ces trucs-là, oui, Le ça fait qu'il apparaît. fait toujours noir. Le Oui. fait qu'il mouille tout le temps. Tu sais, l'ambiance est très Batman The Animated Series. Ouais. Puis un Batman plus Hey, puis humain, plus on a détective oublié de parler aussi. d'un fait, là, juste pour vous dire à quel point qu'on le trouvait plate. Là, hein. Le gars qui a tellement de charisme puis que je vois qu'il a tout le potentiel pour leader les forces de police de Gotham. Tu sais, le gars qui marmonne tout le temps puis le chien de poche de Batman. Là, Ça, c'est l'élément faible. Là. Gordon. Ah, je l'ai bien aimé, moi. Ah, mais c'est un chien de poche. Tout ce qu'il fait, c'est suivre Batman. Puis tu sais, il ouvre les portes à Batman, il dit Batman, qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, j'ai jamais vu un gars que le lead pour devenir un commissaire Gordon. Une chance que le commissaire est mort, parce que sinon, il n'aurait pas upgradé ben. Tu sais, moi, j'ai écouté 5 ans de Gotham, même s'il y a des éléments faibles qui étaient dans ce film-là, le commissaire Gordon qui était là-dedans, il torchait. Moi, je te dirais que Gordon, c'est un peu, dans mon cas, à moi, pour ce film-là, c'est le même combat qu'Alfred. Là. Puis c'est de valeur, parce que quand Catwoman quitte à la fin, là, clairement, là, je pense que ce que Matt Reeves voulait faire avec cette scène-là, c'était de dire, un jour, on fera équipe, toi et moi, un jour, je serai ton sidekick pour vrai, mais là, t'es avec Gordon. Mais ça, on l'a pas senti du film. Non. Ben, je pense pas qu'il... Moi, je l'ai pas senti comme t'es avec Gordon, je l'ai senti comme t'es avec Gotham. Ouais, c'est c'est ça, elle, là. ta maîtresse. Puis Mais tu sais, tu te dis, ouais, mais tu sais, t'as été tellement plus utile que Gordon dans tout le film. Mais encore là, tu sais, on est dans du year 2. Gordon, là, il fait déjà confiance. Tu sais, moi, je l'ai senti comme il y a déjà quelque chose qui s'est passé entre ces deux gars-là, Ouais, puis ils mais se attends font un peu. confiance. Moi, il y a un élément que j'aurais peut-être aimé voir avec Gordon dans celui-là. Là. C'est l'élément Year One et de celui de Nolan. Un peu le everyday life de Gordon nous aurait fait du bien. Tu sais, dans Year One, là, il est dans le train, puis il réfléchit à son transfert à Gotham, puis on voit un peu Gotham à travers ses yeux, puis ça nous aide à comprendre dans quel univers il est. Dans celui de Nolan, il vous sort les poubelles dehors quand Batman va le rencontrer pour la première fois, puis tu sais, c'est un gars de la ville, puis que là, tu sais, oui, je voulais faire ce que tu étais en train de faire, mais tu sais, l'espèce de pacte entre Gordon et Batman,
Ben, On le voit pas dans ce film. Le gars qui est conscient de la corruption, puis qui sait qu'il n'y a pas la place pour la combattre, mais qui veut la C'est combattre. ça. Ça, ce bout-là, il nous le manque parce qu'on a l'impression que cette rencontre-là ou ce pacte-là, puis je reviens à ton argument de Year 2, d'année 2, on l'a manqué. Ouais, il est pas là. On l'a pas vu. Peut-être qu'il est arrivé, mais on l'a skippé. Puis dans Long Halloween, c'est quand même un élément qui est central à la bande dessinée. Le pacte qu'ils prennent, ils sont 3 là-dedans dans la bande dessinée, 2 maintenant dans le film. Puis on sent qu'il n'y a pas de conséquences sur Gordon. Là. Mais en même temps, Batman perd, mais Gordon ne perd rien. Là. c'est traité différemment parce que normalement là-dedans, Batman est tenu loin du GCPD. Tu sais, Ouais. Gordon travaille avec, mais les autres le savent pas. Là, là-dedans, il l'amène à ses scènes de crime, puis les autres policiers, tu sais, il y en a qui font comme, il est cool. Il y en a beaucoup qui font comme, t'es un freak. Qu'est-ce que t'as Et la à faire plupart là? font comme, what the fuck, qu'est-ce que tu fais ici, là? C'était plus cool de voir l'évolution du policier qui l'aimait pas depuis le début du film, C'était puis à la cool. fin, qui était content de travailler avec lui, puis qui comprenait que Batman était de leur bord. C'est plus fun de voir l'évolution de ce policier-là que l'évolution qui a jamais existé de Gordon de A à Z du film. Puis on parlait du monde qui marmonnait, puis qu'on n'a pas toujours compris ce qu'il disait. Là. Eh boy. J'attends, c'est Jeffrey Wright, là, l'acteur, Ouais. et il t'en a marmonné beaucoup dans ce film-là. Il manquait 2-3 tours de tournevis dans le dentier, là, tant qu'à moi. Et je termine avec ça avant de passer à notre poison. Meilleure utilisation du Bat Signal ever. Oui. Vraiment, là, tu sais, il est pas laid et fade comme celui de Nolan. Il est pas cartoonish, il est beaucoup trop clair comme celui de Burton. Il est juste Un exacto? parfait. Hein, D'ailleurs, ça c'est décevant. Hein. Son couteau. Ouais. On pensait que c'était fait avec des guns, finalement c'est un exacto, mais il met pas un batarang. Ça va être un batarang, il va le lancer. Non, il coupe le câble. Il ouvre une boîte aussi. C'est quand même drôle, tu sais, il ouvre une petite boîte aux lettres avec. Hey, on garde nos traditions. On va parler de poison. Avant. Voyons, ça fait Non, 3 mais fois que je veux le finir. Gang là. pour clore, Oui. genre, vous le classeriez où, mettons, dans un top 3 de Bon films de point. Batman, ou si vous le mettez dans un top 3, genre, vous Bon le mettez point. où? Dans... OK. Je me risque, OK? Puis là, c'est absolument pas objectif, OK? Batman Returns, The Batman, The Dark Knight. Pour mon top 3. Puis Batman Returns, c'est uniquement parce que ça fait partie de qui je suis. Pour les raisons que j'ai grandi avec ce film-là. Et surtout que, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, même sans Batman. C'est un film artistique qui est beau, qui est magnifique. Pour moi, c'est une grande œuvre que Batman Returns. Mais ça, c'est personnel à moi. C'est mon top 3. Jean-Nic, t'as l'air à réfléchir. Moi, je vais y aller. On va y aller avec Batman de 89 à cause que j'avais 10 ans à l'époque et ce film-là marquait l'imaginaire de façon incroyable et c'est le premier film de super-héros à avoir pogné de façon planétaire. On ne pourra jamais y enlever l'esthétique de Michael Keaton, de la façon qu'il a présenté le personnage en Batman, puis même son Bruce Wayne. C'est lui, s'il n'y avait pas eu ce film-là, The Animated Series n'aurait pas existé Exact. non plus, parce que le thème de Burton nous tient depuis ce temps-là de Batman, il est reconnu partout. Je vais y aller par la suite avec, ça existe-tu, un Batman Cut de BVS, où ce que t'enlèves tout le film puis avec les séquences de Ben Affleck. Tu sais, la version de 25... Juste les scènes de Ben Affleck. Juste les scènes de Ben Affleck, on jette le C'est reste du film, rough. tu sais. Mais je l'accepterais. Je l'accepterais. Ouais. J'accepterais ça. Le film s'appelle Batman. Tu sais, on enlève Superman, on enlève 2-3 bouts de Doomsday, puis sérieusement, Ben Affleck, je l'ai adoré dans ce rôle-là. Il y avait un Bruce Wayne qui avait de la prestance. Et on reconnaissait vraiment le Batman qui était trop beau. Et son costume était tellement C'est le plus beau tellement costume. beau, là. C'est le plus beau costume. OK, y a-tu plusieurs personnes? Il était rendu vieux, puis il était de mauvaise humeur. OK. Après, je vais y aller possiblement avec The Dark Knight, parce que Heath Ledger, qu'est-ce qu'il avait apporté au niveau du Joker, ça avait poussé Batman à un autre niveau. On va y aller par la suite avec The Batman, parce que tout ce que suit par la suite, c'était très inégal. Parce que Batman Mask of the Phantasm a sûrement une place dans le top 10. Oui, mais là. on est dans le cinématographique, pas dans l'animé. Puis, Mais c'est un film. oui, mais... Hey, t'as charcuté un film pour avoir juste les scènes de Ben Affleck. Tu vas tout de même laisser le film On animé. va mettre Lego Batman dans ça. C'est la faute de Zack Snyder, ça. Mais sinon, tu sais, c'est parce que Batman Begins, j'aimerais ça qu'il a donné son piédestal qu'il a, sauf que le problème, c'est que... moi, Righteous, il a fait mal. le vieillissement, la haute définition, il a fait mal. C'est à peu près comme quand t'écoutes Robin des Bois, Prince des voleurs. Tu vois que le film a été tourné en studio. Puis t'as souvent cet effet-là que t'écoutes Batman Begins, que ça a été tourné plusieurs plans en studio. Et sur un écran géant en 4K, c'est lourd par moment. Jean-Nic. Ben là, c'est bon, c'est toi qui nous l'as demandé. J'espère que t'as une réponse. J'en ai pas.
Je les Ben, aime tous. Batman de movie. The Dark Knight en premier, The Batman en deuxième. Hein? The Dark Knight en premier? Ouais. Je serais curieux de t'entendre pourquoi. The Batman en deuxième, puis Batman Returns en troisième. Après, ça se mélange. The Batman serait peut-être amené à monter, mais Dark Knight, selon moi, même si c'est pas mon Batman préféré, c'est mon film préféré de Batman. C'est, selon moi, le meilleur film qu'il a fait. Puis il est drainé down un peu par Dark Knight Rises, mais il monte un peu dans mon estime Batman Begins, que j'aime pas tant que ça. Fait que moi, de Batman, présentement, il est comme dans ce milieu-là où je fais comme, il m'excite pas mal plus que Batman Begins. Par contre, en se tenant tout seul, je suis pas sûr que j'aime pas mieux Batman Returns que le Batman, mais ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils font par la suite, ça va peut-être l'élever. Mais dans ma tête, en ce moment, ce que Nolan a essayé avec Dark Knight, il l'a mieux réussi, selon moi. Mais on va voir où Matt Reeves va apporter ça, parce que pour le moment, ce qu'il nous a présenté, je l'aime mieux que ce que Nolan nous avait présenté au début. Hey, Poison, les amis, puis il nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais vous demander de faire ça rapidement, parce que ça fait déjà presque 20 minutes que je vous demande votre poison, mais que vous me dites avant. Donc maintenant, c'est le temps du poison. Je suis prêt. Je vais commencer, fait que je vais vous montrer à quel point je fais ça vite. OK. Nouvelle saison de South Park. Je sais que South Park a eu des moments plutôt difficiles quand on a tenté de faire une saison qui se suivait. Ensuite, on a fait 3 mini spéciaux là, de plusieurs, tu sais, de 1h30 ou presque, là, qui étaient plus ou moins réussis, honnêtement. Là, c'était dans le futur avec Stan, puis on parlait beaucoup de COVID, puis nanana. Puis... Et là, on a recommencé la nouvelle saison avec ce que j'appelle du South Park plus traditionnel, et les gars ont rien perdu. Absolument rien perdu. Ils sont revenus sur un format de actualité à la semaine. La semaine dernière, on était déjà en train de parler de l'Ukraine puis de Vladimir Poutine. Fait que, tu sais, on est revenu dans ce qu'ils font de mieux. Parler d'actualité rapidement avec un médium qui leur permet de faire ça rapidement. Puis je suis content de les retrouver parce qu'il y a vraiment eu un creux. Moi, là, l'histoire du COVID special, là, c'était lourd. On en avait déjà parlé dans le podcast, là. C'était lourd, là. C'était vraiment lourd. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis ça de côté. Puis un peu comme les injustes sont revenus de leur centre. Puis là, j'ai l'impression que c'est vraiment du bon South Park. Donc, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, ça vaut la peine. Oui, effectivement. De toute façon, ils sont rendus sur Paramount+. Je Exactement. Il faudrait que je sais que c'est disponible au Canada parce que le 24 mars, il y a la série de Halo qui va commencer et je suis très, très, très curieux de voir Master Chief au grand écran, au petit écran. Mais moi, mon poison, c'est très simple. Amazon Prime, il y a quelques semaines, Vox Machina, la série animée, sortir en dessin animé. C'est la gang de Critical Role qui ont un genre de podcast de Donjons Dragons. Ça raconte les événements de leur première game de Donjons Dragons qu'ils ont fait en enregistrement qui est disponible sur le web. Il y a je pense que c'est Dark Horse qui publie des comics de Vox Machina aussi. Donc, ça raconte la première aventure de ce troupe-là, Vox Machina. C'est humoristique, c'est con, c'est vulgaire, c'est tellement drôle. Et si vous aimez l'univers Donjons Dragons, là, ouais, vous allez connaître tous les sorts qu'ils font, vous allez vous avoir tous les référents, et c'est un fun fou. Sérieusement, je suis en train de finaliser la première saison, et je n'ai pas encore un épisode qui est mauvais. Tu sais, ça me fait penser à Final Space, support de je suis mort de rire, puis à les yeux pleins d'eau. On va chercher dans tous les niveaux de l'humour, puis des spectres émotionnels passent au grand complet dans cette série-là. C'est du génie pur et simple. Est-ce qu'ils ont mis de l'animation autour genre du podcast ou c'est vraiment ils ont utilisé qu'est-ce qui arrive dans leur première game? C'est vraiment ce qui arrive dans leur première game. OK. Ah, ça doit être cool. Jean-Nic? Je vais vous faire faux bon, puis moi je vais parler d'une bande dessinée. Mais c'est correct, on en fait encore de ça. Oui, ça arrive qu'on parle absolument, de BD. Absolument. Irredeemable, une série de Mark Waid chez Boom Studio qui est terminée c'est 43 numéros si je ne m'abuse et c'est le genre d'histoire qui me parle au bout. C'est un personnage qui s'appelle The Plutonian, qui est un extraterrestre qui est arrivé sur Terre, élevé dans une bonne famille, le plus grand héros, presque invincible, et du jour au lendemain se met à tuer tous les autres super-héros et détruire les villes. Il est rendu incontrôlable. Et là, t'as l'espèce de restant de ce qu'était leur équivalent de la Justice League qui essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi il est viré sur le top, comment ils vont faire pour l'arrêter. Et c'est vraiment une exploration. Moi, j'aime ça de la déconstruction de super-héros, là, et c'est vraiment une exploration vieux, ça? psychologique. Non, ça s'est terminé, si je ne m'abuse, genre, là, 3-4 ans. Okay. C'est quand même très moderne. Puis il y a une twist à la fin qui vient lier ça avec, parce que tout le long tu te dis clairement c'est inspiré de Superman, ils sont allés chercher, il y a un gros côté Marvel, un gros côté DC, un peu comme dans Invincible.
Mais c'est vraiment génial et c'est très, très noir. Puis c'est une belle exploration de la psyché humaine. Puis qu'est-ce que ça représente être un super-héros, puis ce que ça peut représenter sur le moral, puis les dilemmes, puis les choix moraux qu'on a à prendre. C'est vraiment une BD géniale. Puis il y a une espèce de complément qui s'appelle... J'oublie le nom, mais qui est comme un penchant où c'est un super vilain qui, là, lui, revire de bord puis il décide d'aider Avil à ce moment-là. Ça s'appelle Megamind avec Will Ferrell. Megamind, ouais, non. Non, mais c'est pas ça. Irredeemable de Mark Waid, je vous le conseille absolument chez Boom Studio, là, un petit bijou. D'ailleurs, boum, là, si vous n'avez pas lu encore Something is Killing the Children. Mais On Said Future aussi, qu'on avait parlé Ouais, au début, après d'arrêter le podcast. sérieusement, Là. Hey, Something is Killing the Children, la dernière fois qu'on en a parlé, on n'avait pas reçu encore le nouveau volume, là, mais ça continue. Là. Ça arrête pas. Là. On pourra en parler. Puis sinon, allez écouter Peacemaker. Ah, Peacemaker. Fuck que c'est bon. Bon, merci beaucoup. Messieurs, on se retrouve à la prochaine. À la prochaine.